Bonjour, nous souhaitons vous informer au plus tôt des modifications qui seront apportées au règlement roller hockey pour la saison 2025-2026 et qui ont été votées le 17 juin 2025 par le conseil d'administration de la Fédération française roller et skateboard. Cette vidéo n'a pas pour objet d'être exhaustive sur les modifications apportées et ne peut en aucun cas se substituer au règlement auquel elle se réfère. Cette vidéo a pour vocation de faciliter l'adaptation des clubs à ces nouveautés et de les aider à préparer au mieux la saison prochaine. Les modifications qui vous seront exposées ici concernent l'engagement des équipes, l'admissibilité des joueuses et joueurs, la logistique d'une rencontre, l'adaptation de nos règlements aux règles internationales, des éléments financiers sur l'arbitrage, l'aspect discipline et sanctions, et enfin, le championnat de France de Ligue féminine nationale 2. Concernant l'engagement des équipes, l'inscription des équipes des catégories jeunesse U15 et U17 s'effectue dans Rollscanet dans la Ligue. Bien que chaque ligue ait ses propres modalités d'inscription, la date du 15 octobre est fixée comme date butoir de validation d'engagement des équipes jeunesse, afin de s'assurer du lancement des championnats régionaux. De même, afin de pouvoir préparer l'organisation de la phase finale des championnats de jeunesse U15 et U17, la commission technique sportive roller hockey demande que les ligues renseignent leur championnat régional dans Rollscanet avant le 1er novembre. Une ligue qui ne respecterait pas cette obligation pourrait ne pas avoir d'équipe qualifiée pour les phases finales nationales. Pour les ententes et sélections, afin de lever certains doutes, la distance entre les sièges des clubs est désormais mesurée en ligne droite, à vol d'oiseau, et non plus par la route. Les modalités de demande de dérogation évoluent quant à elles avec la suppression du document de refus des clubs les plus proches. La motivation des demandes étant à effectuer directement dans la case motivation de Rollscanet ou MyRollscanet. Les demandes devront porter sur l'absence de choix d'offres de proximité, les dérogations ayant pour objet de parer à une défaillance du maillage territorial. Un nouveau paragraphe précise que si l'engagement de l'équipe doit être effectué avant la date butoir des engagements, il est possible, à titre exceptionnel, de transformer en entente l'inscription d'une équipe de club ou de modifier la composition de l'entente inscrite avant le lundi 14h précédant la première journée du ou des championnats concernés. Il faut noter que le sujet des ententes fait l'objet de réflexions avec d'autres disciplines de la fédération pour les saisons à venir. Toujours concernant l'engagement des équipes, les tarifs de base et tarifs planchers d'engagement resteront inchangés par rapport aux 5 saisons précédentes. La contribution des clubs au développement, ce que l'on appelle la CCD, sera inchangée sur les domaines sportifs et techniques. Par contre, elle évoluera dans le domaine de l'arbitrage à la fin de la saison pour les inscriptions 2026. La commission technique sportive roller hockey, sur proposition du pôle développement et excellence de l'arbitrage roller hockey, a souhaité mettre l'accent sur l'arbitrage féminin. Un bonus plus élevé sera attribué aux formations d'arbitres féminines et aux arbitres féminines actives. Le bonus maximal pouvant être obtenu sur le domaine arbitrage reste inchangé, mais sa ventilation entre arbitre en formation validée, arbitre actif et promotion de l'arbitrage évolue légèrement. Le contenu attendu sur les actions de développement liées à l'arbitrage est revu. C'est la présence d'un minimum de 6 licenciés U13 et au-delà au lieu de 10 précédemment à la session de découverte du cursus de l'arbitrage ou à une conférence sur l'arbitrage qui est exigée, ou l'organisation d'une action de promotion de l'arbitrage validée par le pôle développement de l'arbitrage, avec notamment l'intégration de contenu sur des stages ou des sessions internes ou l'utilisation de l'outil de l'école de l'arbitrage. Enfin, pour l'engagement des équipes en 2026, la date limite du 30 avril pour la fourniture des éléments nécessaires au contrôle des ressources n'a jamais été imposée ces dernières années. Elle est donc portée au 15 juin.
Concernant l'admissibilité des joueuses et joueurs, les restrictions de participation aux phases finales sont légèrement modifiées par l'ajout d'un minimum de rencontres à disputer dans le niveau de championnat concerné. Ainsi, pour pouvoir jouer en phase finale élite, il faudra avoir participé à au moins 3 matchs avant le 31 décembre, à au moins 9 matchs à l'issue de la dernière journée de phase qualification élite, et ce, soit en championnat élite, N1, N2, en championnat de ligue féminine ou en U20, mais il faudra avoir participé à au moins 4 matchs du championnat élite. De manière analogue, pour participer aux phases finales N3, un joueur ou une joueuse devra avoir participé à au moins 2 rencontres de championnat N3, N2, N1, élite, pré-nationale, régionale, de ligue féminine ou U20 avant le 31-12, et à la fin de la phase de qualification à au moins 7 rencontres de l'un de ces championnats, mais sur l'ensemble des rencontres qu'il aura disputées, il devra avoir disputé au moins 3 matchs de National 3. Concernant le championnat U20 national, le nombre de matchs global s'entend sur les phases de qualification et la phase courante des championnats N1, N2. Pour disputer la phase finale nationale 1, il faudra avoir disputé au moins 3 matchs de la phase courante N1. Et pour disputer la phase finale N2, il faudra avoir disputé au moins 2 matchs de la phase courante N2. À noter également que pour la nationale 3 et les championnats U20, le nombre de rencontres qu'un joueur devra avoir disputées à la fin de la phase de qualification évolue légèrement cette année. Concernant le championnat de France de ligue féminine, pour l'autoriser à participer à la phase finale d'un championnat de France de ligue féminine, les rencontres effectuées par une joueuse dans les championnats U17 et U20 seront prises en compte dans le nombre total de rencontres effectuées avant le 31-12 et à la fin de la phase de qualification. Elle devra, cependant, avoir participé à au moins 2 rencontres du championnat de France de ligue féminine dans lequel elle veut participer aux phases finales. Le nombre de rencontres à effectuer par une joueuse, qui est indiqué dans le tableau, sont ceux exigés dans le cadre de la formule de championnat figurant au chapitre 5 du règlement particulier des compétitions roller hockey. Comme par le passé, si la commission technique sportive roller hockey le juge nécessaire, notamment en fonction du nombre d'équipes inscrites, elle pourra mettre en œuvre une formule différente de celle décrite dans le règlement particulier. Dans ce cas, elle communiquera avant le début du championnat le nombre minimum de matchs auxquels toute joueuse devra avoir participé avant le 31 décembre et avant la fin de la phase de qualification pour être autorisée à évoluer en phase finale. À la demande du roller hockey et du rink hockey, et en cohérence avec la réglementation internationale, la commission médicale a étudié et a validé la modification de la plage de surclassement senior de nos jeunes athlètes sous réserve de la production d'un certificat médical de surclassement senior féminin. Les jeunes filles de catégorie d'âge U16 et U17 auront donc la possibilité, après validation médicale, d'accéder au championnat féminin senior. Vous trouverez tous les éléments de la procédure à suivre sur le site fédéral dans la rubrique « Gérer mon club ». Une précision est ajoutée dans notre règlement afin de clarifier l'impact d'une mutation en cours de saison sur les restrictions de participation. Les rencontres disputées par le ou la licencié avant la date de mutation ne sont prises en compte ni pour les restrictions de participation, ni pour les quotas pour participation aux phases finales. Dans ce contexte, la restriction qui imposait aux licenciés mutés après le 31 décembre d'évoluer dans un niveau de championnat senior inférieur à celui de leur club d'origine est supprimée. Ils pourront évoluer dans le même niveau, voire dans un niveau supérieur. Le club organisateur de la rencontre devra désormais fournir les palets d'échauffement en nombre suffisant à chaque équipe, au moins le nombre de joueurs et gardiens
inscrits sur le rapport officiel de match. L'intérêt de cette mesure est d'éviter à vos clubs de préparer autant de sacs de palets qu'ils ont d'équipes engagées en championnat, mais, à l'inverse, d'assurer la mise à disposition de palets en nombre suffisant dans la salle dans laquelle ils organisent les rencontres. Toutefois, les deux équipes conserveront la possibilité, si elles le désirent, de proposer aux arbitres leur propre modèle de palets pour la rencontre. S'il y a une éventuelle présentation des participants à la rencontre, il vous est demandé de nommer aussi bien les joueurs, les officiels d'équipe et les officiels de match, les arbitres et la table. J'en profite pour vous rappeler, suite à des questions qui me sont remontées régulièrement, que le règlement concernant l'usage de la sonorisation est inchangé depuis de longues années. Si une animation musicale ou d'ambiance est autorisée, que ce soit via la sonorisation de la salle ou une sonorisation indépendante du type mixage ou mégaphone, son utilisation est interdite durant le déroulement du jeu et doit laisser la place aux annonces officielles pendant les arrêts de jeu. Quelques modifications ont été apportées à nos règles du jeu afin d'intégrer plus précisément les règles internationales. La première porte sur les crosses. Elle ne devrait pas changer vos habitudes. Le règlement international prévoit explicitement la possibilité d'enrouler du ruban adhésif de n'importe quelle couleur autour de la palette. De même, il fixe une longueur limite pour la crosse et précise que la courbure de la palette n'est pas limitée. Sur les temps morts, la rédaction réglementaire a également été reprise à l'identique des règles internationales. Le changement induit porte essentiellement sur la sanction d'une pénalité de banc mineure pour une équipe demandant un temps mort alors qu'elle a déjà utilisé le sien au cours de la même période. La transcription du règlement international dans le nôtre a également été complétée sur le refus de but marqué autrement qu'avec la crosse. Les cas de refus portent non seulement sur pousser avec le patin, mais également lorsque le palet est lancé ou délibérément dirigé dans la cage de but adverse par tout autre moyen que la crosse. Dernier point mis en accord avec les règles internationales, une pénalité de méconduite pour le match, et non plus une pénalité de méconduite, est infligée à tout gardien de but qui quitte sa zone de but pour prendre part à une altercation. Concernant les éléments financiers sur l'arbitrage, il est précisé qu'il s'impose à tous. De rares manquements ont amené à préciser dans l'article correspondant que toute dérogation est répréhensible. À la baisse, elle constitue une atteinte au développement de l'arbitrage, à la hausse, elle constitue un manquement à l'équité et à la transparence entre les clubs. Le tableau des indemnités d'arbitrage a été complété avec les indemnités d'arbitrage des rencontres de l'équipe de France et les indemnités de supervision d'arbitrage et de formation d'arbitrage. Concernant le paiement des indemnités d'arbitrage dans le cas particulier où aucune association disputant les rencontres n'ayant été en mesure d'accueillir un plateau, une association tiers est retenue pour accueillir les rencontres. Les associations disputant les rencontres sont alors redevables des indemnités d'arbitrage conformément à l'article 3.2b. L'association tiers retenue pour accueillir les rencontres doit, elle, réunir la totalité de ces indemnités et est responsable du reversement de ces indemnités aux arbitres. Le non-respect de cette règle est sanctionné d'une pénalité financière. Contrairement à ce qui était en pratique l'an dernier, toute remontée d'informations à l'initiative des arbitres doit être transmise par un rapport d'incident. Les cercles compétition et juridiques trieront et dispatcheront sur les différents cercles selon le contenu. Les réserves à l'initiative des arbitres ne sont donc plus en pratique. Concernant les réserves, justement, celles-ci pourront être déposées sur le rapport officiel de match dans Rollscanet par le capitaine de chaque équipe ou tout officiel de l'équipe inscrit sur sa composition depuis leur espace My Rollscanet.
Les dispositions du titre 1.2 du règlement sportif général s'appliquent, notamment en matière de motifs de réserve et de délai limite de dépôt. Afin d'en conserver la trace et de leur positionnement temporel dans le déroulement de la rencontre, l'officiel de table de marque doit porter sur le rapport officiel de match les faits d'incident portés à sa connaissance, sans que cela ne remplace le rapport d'incident que l'arbitre transmettra. Ce sera par exemple une interruption temporaire du jeu pour des motifs divers, intervention dans le public, surface momentanément impraticable, réparation de matériel dans la salle, coupure d'électricité par exemple. Pour des raisons de faisabilité et de cohérence avec le règlement des infractions disciplinaires et réglementaires, les majorations qui étaient en vigueur en cas de récidive pour pénalité de match ou méconduite pour le match dans la même saison, pour un joueur et pour un dirigeant, sont supprimées. La rédaction de l'article « suspension sportive » est allégée et renvoie vers l'article 3 de l'annexe du règlement des infractions disciplinaires et réglementaires, avec lequel il était redondant. Pour mémoire, un schéma explicatif de cet article, qui traite du mécanisme de purge des sanctions disciplinaires, est à votre disposition dans la rubrique « Gérer mon club », gestion documentaire, gérer sa saison sportive, juridique. Enfin, une précision a été apportée au règlement quant au nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale du championnat de France de Ligue féminine Nationale 2. L'article 5.6.2, qui existait déjà dans nos règlements, indique que la commission technique sportive roller hockey déterminera, selon le nombre d'équipes inscrites lors de la phase de qualification, si la phase finale du championnat de France de Ligue féminine N2 comporte des demi-finales et finales ou seulement des finales. Dès lors, il était nécessaire de rectifier l'ancienne rédaction de l'article 5.6.1 qui prévoyait la qualification pour la phase finale des seules 4 équipes les mieux classées, en cas de poule unique, ou des 2 premières de chaque poule si la phase de qualification comporte plusieurs poules. La saison prochaine, ces équipes seront encore qualifiées pour la phase finale, mais si compte tenu du nombre d'équipes inscrites lors de la phase de qualification, la commission technique sportive roller hockey décide d'organiser des demi-finales, elle décidera du nombre d'équipes qualifiées pour les disputer. Voilà, nous avons passé en revue les principales modifications apportées au règlement pour la saison 2025-2026. Nous vous souhaitons une excellente saison sportive.